Enfin, il y a la Russie, et qui constitue la dernière partie de mon exposé, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Alors, la Russie, elle est partie prenante de toutes les menaces que je viens de décrire depuis le début à la fin, et elle constitue à ce titre une menace, ou presque toute, une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Elle a tous les attributs d'un État totalitaire. C'est un univers qui est relativement fermé. Quand je dis ça, je ne choque personne. Une capacité de décision très centralisée. Et également un conditionnement de la population dès le plus bas âge, qui est quelque chose qui est à bien prendre en compte. Enfin, j'estime que la Russie, probablement de par sa mentalité, mais aussi de par les moyens qu'elle a aujourd'hui à sa disposition, se positionne plus souvent en puissance de nuisance plutôt qu'en puissance de construction. La Russie développe vraiment une capacité de nuisance et elle le fait très très bien. Je vous l'ai dit, une puissance conventionnelle et une puissance nucléaire. Une puissance conventionnelle, quand on parle de modèle d'armée complet, en fait, la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. Et dans l'armée russe aujourd'hui, je ne vois pas de capacité qui manque depuis les capacités de brouillage, de guerre électronique, au système de défense solaire, au système d'artillerie, feu dans la profondeur avec un étagement, au système de force conventionnelle, très engrainé avec la guerre informationnelle. Réussir à mettre tout ceci en jeu et le faire efficacement est probablement un autre sujet. Mais globalement, sur le papier, l'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle. Les puissances nucléaires aussi. Quand la Russie est obligée de réduire ses priorités, la dernière chose sur laquelle elle fixe ses priorités, c'est sa dissuasion nucléaire, qui est une dissuasion nucléaire qui est aussi complète avec des vecteurs terrestres, des vecteurs sous-marins, des vecteurs aviation à long rayon d'action, des armes stratégiques, des armes tactiques, avec une doctrine, une chaîne de commandement qui est extrêmement robuste, testée, sondée. Donc c'est véritablement quelque chose sur lequel s'appuie la Russie pour poser sa puissance. La Russie, c'est une vraie profondeur stratégique. Je pense que quand on parle d'un pays avec une profondeur stratégique, c'est probablement la Russie qui est l'exemple le plus fort. Profondeur stratégique, comme je l'ai dit, depuis, bien sûr, géographique. La Russie, c'est 11 fuseaux horaires. Donc ça donne quand même une idée de la surface couverte. C'est ce qui lui permet de tenir économiquement. C'est aussi par la capacité à sa population à durer, ou voire même endurer. Même si la situation est compliquée, en fait, c'est quand même, je pense là aussi, historiquement, culturellement, un peuple qui est capable d'endurer des choses qui nous semblent d'ailleurs complètement inimaginables. Donc c'est quelque chose qui est bien fait. Et donc c'est bien évidemment un aspect important pour la résilience et la capacité à soutenir l'État. Constatons néanmoins que, mais je pense que Poutine, depuis les années 2000, a vraiment remis l'endoctrinement, et en particulier au niveau des plus jeunes, un endoctrinement extrêmement fort. La remontée en puissance des héros de la Grande Guerre patriotique, ce qui est très très fort, et qui se ressent aujourd'hui dans le fonctionnement de l'État russe. Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines, bien évidemment sous forme de guerre hybride, multimilieu, multichamp, ça veut dire un peu partout on est confronté, un peu physiquement, mais c'est vrai aussi dans l'espace, dans le cyber, dans les fonds marins, je vais un peu vous décrire ça. C'est vrai, je vous le dis, dans le champ informationnel. L'exemple le plus fréquent, si on pense en dehors du territoire national, c'est l'Afrique, où on était confronté, on est encore confronté à une guerre informationnelle extrêmement forte de la part de l'Afrique, de la Russie, qui cible les pays où on est, mais en fait les autres pays aussi. Et vous avez probablement des exemples. En fait, personne n'est dupe quand tout d'un coup, à Bangui, on brûle le drapeau français et qu'il y a un drapeau russe qui est sorti de je ne sais pas où. Enfin, il n'y a pas de miracle. Après, on peut toujours dire que le hasard fait bien les choses. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, surtout qu'on a des informations très précises qui expliquent bien quel est le système russe qui est mis en place pour conduire une guerre informationnelle qui ne cible pas que la France, mais prioritairement la France, parce que je pense qu'ils ont identifié que si la France a des difficultés dans ce domaine-là, finalement, ça fera un effet domino, puisqu'ils considèrent que c'est probablement nous qui, effectivement, tenons le mieux l'affaire, mais qui cible aussi, en fait, globalement, les autres pays occidentaux. Mais on est la cible principale. Je pense que c'est aussi via des proxys, donc
Ça, c'est le cas en Afrique, mais c'est aussi sur le territoire national. Territoire national, c'est via des proxys ou des agents un peu jetables, utilisables une fois. Là aussi, vous avez relaté dans vos médias les Moldaves qui ont été arrêtés dans l'affaire des étoiles de David, les cercueils devant la Tour Eiffel, le faux site s'engager.fr, la rumeur des punaises de lit pendant les JO. Et en fait, il y a plein d'autres exemples. Et en fait, c'est quelque chose qui sature l'espace et qui, en fait, qui est là aussi, on peut pas nier une forme d'efficacité, parce que ces trucs-là deviennent assez autoporteurs et continuent longtemps, probablement après que les Russes aient lancé la première pièce pour faire fonctionner ça. Alors, le champ informationnel, c'est globalement connu, mais je pense que les agressions sont caractérisées aussi dans d'autres champs et d'autres milieux. C'est vrai dans l'espace. Alors, c'est quelque chose qui est très loin de l'espace. Pour autant, les manœuvres de satellites russes, soit pour gêner nos trajectoires de satellites, soit pour s'approcher pour les brouiller, soit pour s'approcher pour les espionner, quelque chose qui est en fait un peu la vie de tous les jours dans l'espace. On a aussi des indices, et vous en avez entendu parler, de volonté de militarisation dans l'espace, avec l'introduction de satellites spécialisés, qui seraient probablement un peu au titre du droit de non-militarisation de l'espace, en dehors des règles. Mais ça, c'est un peu, aujourd'hui, la remise en cause des traités, quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. En mer et sous les mers, donc c'est d'abord les sous-marins nucléaires d'attaque russes qui régulièrement pénètrent en Atlantique Nord et ensuite descendent quelquefois en Méditerranée et qui cherchent évidemment à surveiller les zones qui sont importantes pour nous, mais également chez les Britanniques, éventuellement aussi sur les côtes américaines, avec des... Donc ça, c'est un peu pour l'action. C'est vraiment les sous-marins nucléaires d'attaque, en fait, une présence gênante. Il y a des moyens spécialisés d'action sous la mer, soit à partir de bâtiments de surface. C'est le Yanta qui est particulièrement identifié, qui a de grosses capacités, qui peut intervenir très très profond, à plusieurs milliers de mètres sous la surface. Ils ont aussi des sous-marins spécialisés, avec des capacités de porter des sous-marins filles, entre guillemets, pour conduire des actions plus précises le long des câbles. Donc tout ceci est extrêmement préoccupant et mérite véritablement qu'on s'y intéresse. On est engagé avec nos alliés en Atlantique Nord, mais également avec les pays baltes, les pays scandinaves, pour déjouer ces manœuvres d'intimidation. Mais en fait, sous l'eau et à partir de la surface se conduisent des opérations assez intenses. Dans les airs, frictions, interactions sont fréquentes avec nos patrouilles et drones, et un peu dans tous les espaces. Une fois qu'on est dans l'espace aérien international, c'est quand même un peu la zone où on a l'habitude de dire plutôt, nous, des espaces qui appartiennent à tout le monde. En fait, les Russes disent plutôt un espace qui appartient à personne, sous-entendu, en fait, c'est quelque chose à conquérir. Mais ça, c'est vrai en mer Noire, c'est vrai au-dessus de la Syrie, c'est vrai en Méditerranée, c'est vrai quelquefois assez loin en Atlantique Nord. Donc, c'est des comportements non professionnels souvent dangereux. Vous avez vu élimination d'un Atlantique 2 par des conduites de tir, mais c'est aussi des escortes de chasseurs ou d'identification. Et je signale aussi les vols de l'aviation à long rayon d'action. Donc ça, c'est les bombardiers stratégiques russes qui sont basés plutôt sur la partie nord de la Russie, dans la région de Mourmansk, et en fait qui conduisent des longs vols plutôt au-dessus de l'espace maritime, en contournant la Norvège et en descendant quelquefois au-delà de la Grande-Bretagne, ce qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, parce qu'en fait ils sont bien occupés. Je pense que ça, s'il y a des signes aussi qui ne trompent pas, mais quelquefois qui sont descendus en dessous en passant au sud de la Grande-Bretagne et ensuite en remontant. C'est arrivé une fois en remontant par la Manche en direction donc des vols de longue distance. Ces bombardiers, l'aviation russe à longue réduction, elle a bien évidemment une mission anti-navire de recherche des surfaces et principalement de rechercher les groupes de porte-avions américains ou alliés. Mais en fait, c'est aussi des bombardiers du haut, comme la doctrine russe le prévoit, capables d'emporter l'arme nucléaire. Dans le cyber, en Europe, il y a eu des attaques cyber multiples qui ont été attribuées. Les Russes avancent évidemment masqués, avec une capacité à sous-traiter vers des groupes qui, dans l'absolu, quand on remonte directement, ne veulent pas dire grand-chose. Mais en fait, on voit là aussi assez très clairement de quoi ils en retournent. La France cherche maintenant à attribuer, à dénoncer ces attaques-là. Attribuer est quelque chose qui est important. En fait, attribuer, être capable d'attribuer est une chose, et ensuite le sortir, c'est-à-dire officiellement attribuer, est une étape suivante. C'est ce qu'on fait avec nos alliés. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus exclure des actions comme celles qu'ont subies certains de nos voisins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et tant mieux sur le territoire national. Par exemple, des sabotages qui ont visé des usines d'armement allemandes ou des grands dirigeants de ces sociétés. Voilà, la Russie, c'est une menace durable. La guerre en Ukraine pour la Russie est existentielle. Et elle veut absolument obtenir ce qu'elle a fixé comme objectif, ou au moins ce que Poutine a fixé comme objectif, avec probablement comme
objectif ou état final recherché, si on parlait dans le vocabulaire militaire, affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. Pour y arriver, elle a mis en place, avec la guerre en Ukraine, et elle s'est réorganisée de manière assez rapide et efficace, une économie de guerre qui tourne à plein régime aujourd'hui. Cette économie de guerre, je pense qu'aujourd'hui, c'est une partie de l'équation qui fait tenir l'économie russe. Et donc, il n'y a pas de raison, voire même une forme d'impossibilité de stopper ça brutalement. Ça veut dire que la Russie va continuer à se réarmer à ce rythme-là. Et donc, on estime, malgré les pertes qu'elle subit, les pertes incroyables qu'elle subit, pour autant, avant 2030, constituera à nouveau une force qui constituera une vraie menace à nos frontières sur le flanc est de l'Europe. On comprend bien qu'en Ukraine se joue d'une part la sécurité de l'Europe, mais je pense aussi, en fait, la place des pays européens dans le monde de demain, dans le monde qu'on est en train de décrire aujourd'hui. Et que si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne, en fait, on se dit souvent que c'est une défaite occidentale. Je pense que ça devient de plus en plus, du fait de la posture américaine, quelque chose qui serait une vraie défaite européenne. Et que cette défaite européenne, en fait, on la subirait et on les prendrait. Donc l'Ukraine, bien évidemment, doit être défendue comme telle. Mais je pense que la défense de l'Ukraine, c'est aussi un peu la manière dont on conçoit et ce qu'on est prêt à faire pour poser l'Europe telle qu'elle doit être demain et vivre au milieu du monde d'aujourd'hui. Et vous comprenez bien que si jamais ce n'était pas le cas, je pense que, pour prendre une image qui a déjà été utilisée, on deviendrait quand même un peu les herbivores dans un monde de carnivores. Et ce n'est pas une position très confortable de se retrouver en bout de chaîne alimentaire. Donc, pour cette raison-là, il faut être extrêmement vigilant. Donc, réponse qui doit être européenne aujourd'hui. Je pense vraiment sur le sujet européen, même si on doit absolument conserver le lien avec les Américains, ce qui est, à mon avis, leur intention aussi, même si le lien devient plus incertain et leur niveau d'engagement va forcément baisser. C'est quelque chose qu'ils ont annoncé. Aujourd'hui, sur le terrain, ça ne s'est pas encore concrétisé. Je pense que ça arrivera. Je ne crains pas un retrait total américain. C'est ni dans leur intérêt et ça ne se fera pas comme ça. Mais néanmoins, la nécessité pour les Européens d'augmenter leur capacité de défense, c'est quelque chose qui est essentiel. On est aussi engagé dans le cadre de l'OTAN pour la protection du flanc Est. On a parlé hier, le Premier ministre britannique, le Président de la République ont parlé de la coalition des volontaires. Coalition des volontaires qui est quelque chose qui a été suscité lors d'une réunion relative à l'Ukraine par un dirigeant européen en demandant qu'il y ait un lead franco-britannique qui se mette en place, que bien évidemment la Grande-Bretagne et la France ont pris à leur compte avec des développements intéressants. On pourra éventuellement y revenir dans les questions. Voilà, je pense qu'il faut néanmoins être aussi conscient que je pense que la menace russe aujourd'hui, elle est quand même, je ne sais pas si on dit d'abord, il ne faut pas être trop exclusif, mais en tout cas, Poutine joue un rôle déterminant dans la menace que constitue aujourd'hui la Russie vis-à-vis du continent européen et les visées russes sur l'Ukraine. Esprit de revanche, volonté de laisser une trace dans l'histoire qui détermine ses décisions, et je pense que c'est quelque chose qui peut conduire à tous les excès, donc un vrai niveau de vigilance face à cet ennemi, je vous l'ai dit, qui est durable et déterminant. Pour conclure, rapidement, je pense que dans le monde que je viens de décrire aujourd'hui, il y a 4 marqueurs qui permettent de comprendre et de voir à quoi on est confronté. Le premier marqueur, c'est un emploi de la force désinhibé. L'emploi de la force, aujourd'hui, c'est l'outil principal des relations internationales. Beaucoup de pays considèrent que c'est le moyen le plus simple et le plus rapide d'obtenir des résultats. Et que dans ce domaine-là, quand on choisit des modes d'action où on produit le plus de pertes possible, c'est quelque chose qui permet d'afficher sa détermination. Première chose. La deuxième chose, le deuxième marqueur, c'est contestation de l'Occident et de l'ordre établi après 1945. Un ordre qui s'appuie sur le droit international, qui aujourd'hui est constaté avec une vraie volonté de mettre en place un ordre alternatif. Poutine est le chef de file de cette volonté de désoccidentalisation, et il en tire profit. Le troisième marqueur, c'est la puissance de l'information. L'information sous tous aspects. Bien évidemment, l'information en termes de renseignement pour être capable de comprendre, mais aussi l'information, champ informationnel, guerre informationnelle, dans le champ des perceptions, pour attaquer en particulier la cohésion nationale de ses adversaires. Le dernier marqueur qui peut vous sembler d'un niveau différent, mais je pense que pour autant, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que pour beaucoup de pays, en fait, c'est quand même un vrai angle d'approche, c'est l'impact du changement climatique, catalyseur du chaos, mais en fait, vraie préoccupation. Et si on ne le prend pas en compte, déjà, c'est quelque chose qui un jour nous arrivera, ça nous arrive déjà, et il y a beaucoup de conséquences et les armées doivent anticiper, mais je pense qu'en termes de sécuritaire, c'est un driver assez fort. Voilà.
Pour conclure, la conclusion de ma conclusion, je pense qu'il faut néanmoins qu'on fasse tous preuve, en tout cas j'essaye de garder moi une forme de lucidité, et constater que consciemment ou inconsciemment, aujourd'hui, en fait, il y a une forme d'accoutumance à la violence qui augmente. Et que si vous réfléchissez dans ce que vous présentez dans vos médias, est-ce qu'il y a 5 ans, vous auriez considéré normal qu'un État tire 300 missiles sur un autre et qu'en fait on dise que c'est pas très grave parce qu'en fait il y en a 95% qui avaient été interceptés? En fait, c'est très grave et c'est pas normal. Est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait considéré que tirer des missiles anti-navires contre des navires de commerce, même si la plupart du temps, mais pas toujours, ils sont interceptés, en fait c'est quelque chose de normal? Non, c'est pas normal. Et il faut contrebattre ça impérativement. Et en fait, est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait imaginé qu'il y a des batailles terrestres qui se livrent où il y a plusieurs centaines de milliers de morts par jour, voire quelquefois au-delà du millier. Ceci n'est pas normal. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire attention, mais pour autant qui caractérise un peu la manière dont le monde aujourd'hui se positionne. Voilà, merci beaucoup.